Coupons la Terre en deux. Tu peux voir toutes ces couches. Voici le noyau interne. Il est environ 40 fois plus chaud que l'intérieur de ton four. Voici le manteau, un océan de lave chaude. Voici la croûte terrestre, la surface solide sur laquelle vit notre civilisation. Mais si tu lèves les yeux, il y a de nombreuses couches en plus de l'atmosphère et de la couche d'ozone. Les scientifiques ont récemment découvert une étrange bulle qui protège notre planète des radiations. Et non, ce n'est pas le champ magnétique de la Terre. Cette bulle est faite d'ondes radio. Nous les utilisons pour communiquer. Notre planète brille comme un sapin de Noël dans le spectre radio. Mais nous allons nous intéresser aux ondes de très basse fréquence, celles qui nous permettent de rester en contact avec les sous-marins. Donc, les ondes radio sont comme des ondes lumineuses ou des ondes océaniques ordinaires. Regarde celle-là. La distance entre les deux pics correspond à la longueur d'onde. Et le nombre de ces ondes sur une période de temps est la fréquence. Par exemple, il y a 10 vagues dans cet intervalle d'une seconde. Alors, peux-tu deviner la fréquence de cette onde? Oui, c'est 10 Hz. Les téléphones portables utilisent des ondes d'une fréquence de 300 à 3000 MHz. Donc, ajoute 6 zéros de plus à ce nombre. Mais les ondes de cette fréquence ne traversent pas bien les obstacles. Pense au fait que tu perds la connexion de ton téléphone portable lorsque tu traverses un tunnel. C'est parce qu'il y a du métal à l'intérieur. C'est un matériau conducteur qui affaiblit beaucoup les ondes radio. L'eau salée est aussi une sorte de conducteur. Ainsi, si le sous-marin est assez profond, l'épaisse couche d'eau affaiblit le signal. Et nous perdons la communication. Pour la maintenir, on envoie moins d'ondes, mais on les allonge. Dans le même laps de temps, la fréquence des ondes courtes sera beaucoup plus élevée que celle des ondes longues. C'est pourquoi on les appelle des ondes à très basse fréquence. Mais il s'avère que ces ondes voyagent partout sur la Terre et même dans l'espace. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Les ondes entrent en collision avec les particules de radiation du Soleil. Nous pensons que le Soleil est un aimable géant qui nous donne de la lumière et de la chaleur, mais il émet en fait de nombreux rayonnements nocifs. Chaque éruption ou décharge électrique de matière de notre étoile natale provoque une explosion de radiation encore plus importante. Ces particules volent vers notre planète, tout comme le font les ondes radio. Elles parcourent 93 millions de kilomètres entre le Soleil et la Terre en 8 minutes et s'écrasent sur notre bulle qui fait office de bouclier. En gros, les particules de radiation du Soleil s'accumulent dans les ceintures de radiation autour de la Terre. Le champ magnétique de notre planète les piège. Et une bulle d'ondes de très basse fréquence récemment découverte se trouve juste en dessous de cette ceinture de radiation. Elle nous aide à repousser une partie des émissions nocives. L'analyse d'anciennes études a confirmé que les ceintures de radiation étaient autrefois beaucoup plus basses et plus proches de la Terre. Mais lorsque notre civilisation a commencé à utiliser la radio de manière intensive, nos ondes ont fait remonter notre ceinture plus haut. Personne ne s'attendait à un tel effet de simples ondes radio, mais cela nous donnera un moyen de protéger les astronautes dans le futur. Quand tu es sur Terre, son champ magnétique te protège des radiations. Tu peux physiquement le voir lorsque les particules chargées du vent solaire font briller les particules d'air au pôle de notre planète. C'est une aurore. La prochaine fois que tu contempleras cette beauté, sache que c'est en fait la Terre qui te protège de certains rayons extrêmement nocifs. Mais si tu es en dehors du champ magnétique terrestre, quelque part dans l'espace, j'ai de mauvaises nouvelles pour toi. Rien ne te protège là-bas. C'est un gros problème pour les astronautes qui passent des mois dans la Station spatiale internationale. Peut-être les scientifiques apprendront-ils à créer des bulles protectrices d'ondes de très basse fréquence autour des stations spatiales et des vaisseaux spatiaux. Il en va de même pour les autres planètes. Nous allons probablement coloniser Mars un jour, et il n'y a pas de champ magnétique là-bas, et rien ne peut te protéger des radiations. Mais si tu crées une bulle artificielle là-bas, tu peux réduire les radiations nocives. Une autre bulle invisible qui nous protège est l'atmosphère. C'est comme un gâteau en couche ou un oignon. Chaque niveau de l'atmosphère a ses propres propriétés. La couche la plus basse dans laquelle nous vivons est la troposphère. Cette couche contient 80% du poids de tout l'air de la planète. C'est aussi le principal endroit où réside la vapeur d'eau. Et c'est là que fonctionne la machine appelée météo. Le Soleil envoie des rayons d'énergie vers la Terre. La surface de notre planète les reflète et réchauffe l'air de la troposphère. Cela le fait bouger et changer de place avec l'air froid. Ainsi, le vent, les cyclones, les tempêtes et les tornades se produisent uniquement dans la troposphère, jusqu'à environ 12 km d'altitude. C'est pourquoi les avions commerciaux volent à une altitude d'environ 10 km. Le vent ou d'autres mauvaises conditions météorologiques n'affectent pratiquement pas cette zone. Et l'air ici n'est pas aussi dense qu'il l'est sur Terre.
Voler à 1,5 km au-dessus du niveau de la mer, c'est comme se déplacer dans un biscuit. C'est dur. Mais à une altitude de 15 km, on a l'impression de se déplacer dans une crème fouettée légère. L'avion ne ressent presque aucune résistance. C'est donc gagnant-gagnant. On économise du carburant et les passagers sont en sécurité. L'inconvénient majeur est qu'il fait très froid et que l'on ne peut pas respirer. C'est froid parce qu'il y a très peu de molécules d'air pour absorber la chaleur du sol et la transférer aux autres. Pour la même raison, tu ne pourrais pas respirer ici. C'est pourquoi les avions sont équipés de masques à oxygène, juste au cas où. Allons un peu plus loin. Voici la stratosphère. Il y a encore moins de molécules d'air ici, et c'est là que volent les sondes météorologiques. Ce sont des sortes de petits ballons équipés d'ordinateurs que les gens utilisent pour prédire le temps. Cette partie de l'atmosphère contient également la fameuse couche d'ozone. C'est notre bouclier contre les rayons ultraviolets néfastes. L'ozone est presque identique à l'oxygène, sauf qu'il contient 3 atomes. Lorsque les rayons ultraviolets nocifs pénètrent dans notre atmosphère, ils s'écrasent sur la molécule O3. Le rayon brise la molécule en O2 et en un autre atome d'oxygène. Le rayon lui-même est converti en chaleur, mais l'ozone se régénère rapidement. Un seul atome d'oxygène rejoint l'O2 et la molécule d'ozone est prête à nous protéger à nouveau. C'est le bouclier invisible qui nous protège des rayonnements. Il a donné naissance à toute vie sur Terre. Avec le développement de notre civilisation, nous avons commencé à émettre du gaz fréon dans l'atmosphère. Nous avions l'habitude de remplir nos vieux réfrigérateurs avec. Un seul atome de chlore se détache d'une molécule de fréon dans l'air, et ensuite, il se lie à un seul atome d'oxygène. Maintenant, l'ozone ne peut plus se régénérer comme avant. Heureusement, nous avons interdit l'utilisation de ces gaz nocifs et la couche d'ozone a commencé à se régénérer. Les scientifiques s'attendent à ce qu'elle se reconstitue complètement au milieu du XXIe siècle. La stratosphère se termine à environ 50 km. La couche suivante est la mésosphère, la plus froide de toutes. En moyenne, elle est d'environ moins 95 degrés Celsius. C'est 5 fois plus froid que ton congélateur. C'est la couche de l'atmosphère où les météores entrants commencent à s'enflammer à cause de la friction dans l'air. Puis, ils finiront par brûler complètement. L'air ici est trop léger pour que les avions ou les ballons puissent voler, mais il est encore trop dense pour les satellites. Cette couche de l'atmosphère n'est donc pas encore bien connue. La couche suivante s'étend de 90 km au-dessus du niveau de la mer à environ 800 km. C'est un peu plus que la distance entre Las Vegas et San Francisco. La ligne de Kármán est située dans cette couche de l'atmosphère. C'est la frontière entre notre planète et l'espace. La thermosphère est l'endroit où tous nos vaisseaux spatiaux et satellites volent. C'est aussi là que se trouve la Station spatiale internationale. La température est extrêmement élevée ici. L'air est environ 10 fois plus chaud que ce que ton four peut produire. C'est dû à l'activité solaire. Mais tu ne pourrais jamais sentir cette chaleur. Les molécules d'air qui transportent la chaleur ici sont si petites que tu flotterais littéralement entre elles. Imagine une piscine géante avec seulement 3 gouttes d'eau. C'est la thermosphère. Et la couche la plus élevée de notre atmosphère est l'exosphère. C'est la couche la plus large de notre bulle d'air. Les scientifiques pensent que ces limites sont à peu près à mi-chemin de la Lune, à 193 000 km. C'est le point où la pression du rayonnement solaire commence à dépasser la gravité de la Terre. Elle fait toujours partie de notre atmosphère. Cela signifie que les astronautes qui ont participé à diverses missions spatiales et qui ont été à bord de l'ISS n'ont en fait jamais quitté l'atmosphère terrestre. Que se passe-t-il lorsqu'une étoile n'a plus de combustible? Tout d'abord, paradoxalement, elle grandit jusqu'à atteindre 1 million de fois sa taille initiale. En effet, lorsque le cœur d'une étoile n'a plus d'hydrogène, il commence à se contracter sous l'effet de sa propre gravité. Mais la fusion de l'hydrogène se poursuit dans les couches supérieures. En se contractant, le cœur se réchauffe. Les couches supérieures de l'étoile chauffent également et se dilatent. La taille de l'étoile augmente. À mesure que l'étoile grandit, elle engloutit toute la matière environnante, même ses propres planètes. Les astronomes ont pu observer des étoiles juste avant ou juste après qu'elles aient avalé des planètes. Mais jusqu'à récemment, ils n'avaient jamais vu le processus lui-même. Des chercheurs de plusieurs universités ont annoncé que, pour la première fois dans l'histoire, ils avaient observé une étoile en train d'avaler une planète. Et cet événement tragique ne s'est pas produit dans une galaxie lointaine, mais dans notre propre Voie lactée, à quelques 12 000 années-lumière de nous. Des astronomes avaient repéré l'explosion d'une étoile dont la masse était de 0,8 à 1,5 fois celle de notre Soleil, près de la constellation de l'Aigle.
En l'espace de 10 jours, l'étoile était devenue 100 fois plus brillante qu'avant, puis elle s'était éteinte rapidement. Plus intéressant encore, cet éclair avait été suivi d'un signal plus long et plus froid que le premier. Cette combinaison ne pouvait signifier qu'une chose: l'étoile avait englouti une planète proche. De quelle planète s'agissait-il? Les astronomes estiment qu'il pourrait s'agir d'un monde en ébullition, dont la masse serait de 1 à 10 fois celle de Jupiter. On appelle de telles planètes des Jupiters chauds. Il s'agit d'exoplanètes géantes, semblables aux Jupiters de notre système solaire, mais dont l'orbite autour de leur étoile dure moins de 10 jours. La planète dont il est question ici s'était progressivement rapprochée de l'étoile moribonde jusqu'à être attirée dans son atmosphère, et, finalement, vers son cœur. Cette grande fête galactique date d'il y a 10 ou 15 000 ans, alors que l'étoile était âgée d'environ 10 milliards d'années. En raison de cet âge respectable, l'engloutissement lui-même a eu lieu à la vitesse de l'éclair. D'un seul coup, alors que généralement, les Jupiters chauds se font lentement grignoter par leur étoile. Les astronomes ignorent s'il y a d'autres planètes autour de cette étoile, peut-être à une distance moins dangereuse. Mais même s'il y en a, des milliers d'années s'écouleront avant qu'elles ne servent de plat principal ou de dessert. Quoi qu'il en soit, maintenant que les astronomes savent ce qu'ils doivent rechercher, ils vont se tenir à l'affût d'autres engloutissements cosmiques. Car un jour, notre planète, ainsi qu'une partie de notre système solaire, subira le même sort. Tout ce qui nous entoure disparaîtra en un clin d'œil. Mais tu peux respirer et te détendre. Cela n'arrivera pas avant 5 milliards d'années. C'est à ce moment-là que le Soleil est censé chauffer et se dilater au point d'avaler les planètes intérieures du système solaire. Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Si les hommes parviennent à coloniser un autre monde d'ici là, il devra se trouver à au moins 10 000 années-lumière de la Terre, ils seront en mesure d'observer cette catastrophe. Le Soleil deviendra soudainement beaucoup plus brillant et éjectera de la matière dans l'espace. Il avalera plusieurs planètes, dont la Terre, avant de reprendre son état normal. Mais les étoiles ne sont pas les seuls objets de l'univers à avaler d'autres corps célestes. Il existe un autre type de monstre cosmique qui se nourrit de tout, même de la lumière. Tu as deviné? Eh oui, il s'agit des impitoyables trous noirs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne se contentent pas de dévorer tout ce qu'ils trouvent. Ils en recrachent aussi une bonne partie. Il n'y a pas si longtemps, des scientifiques ont découvert que le trou noir supermassif, situé au centre de notre galaxie, la Voie lactée, semble fuir. Pourquoi est-ce que ça change la donne? Parce que cela pourrait signifier que ce trou noir, appelé Sagittarius à étoile, et dont la masse est de 4,1 millions de fois la masse de notre Soleil, n'est pas un géant endormi ainsi qu'on le pensait. Il est peut-être encore actif, et cette fuite pourrait être un hoquet du trou noir lorsque celui-ci avale des nuages de gaz. Pendant leurs recherches, les astronomes se sont servis du télescope spatial Hubble. Il leur a permis de repérer un jet semblable à une flamme de chalumeau. Il s'enfonçait dans les nuages d'hydrogène au centre de notre galaxie. Ce jet semblait cracher du gaz comme un tuyau d'arrosage qu'on pointerait sur un tas de sable. Ce phénomène se produit souvent autour des trous noirs actifs qui s'entourent de divers matériaux grâce à leur immense force gravitationnelle. Une partie de cette matière pénètre dans le trou noir, mais une petite partie se voit emporter vers l'extérieur par de puissants champs magnétiques. Les recherches suggèrent que lorsqu'un nuage de gaz géant s'approche trop près d'un trou noir supermassif, il se fait avaler. Et le trou noir éructe ensuite des mini-jets de matière. Les bulles de Fermi pourraient être le résultat d'éructations ayant eu lieu il y a environ 2 à 4 millions d'années. Mais récemment, les scientifiques ont découvert une autre bulle de gaz chaud géante. Elle suivait la trajectoire du jet sur 35 années-lumière ou plus en partant du trou noir. Les astronomes pensent que ce jet a pu pénétrer dans cette bulle de gaz et la dilater. Mais voici quelque chose d'encore plus effrayant. Il semblerait que certains trous noirs se dévorent les uns les autres. Enfin, en quelque sorte. Pour l'instant, ils essaient de partager leur repas. Mais qui sait ce qui se passera dans un avenir proche? Je vais tout te raconter en détail. Des astronomes ont repéré 2 trous noirs supermassifs en train de se régaler de la matière de 2 galaxies en fusion dans l'espace lointain. Ces géants ont été localisés à l'aide du grand réseau d'antennes millimétriques submillimétriques de l'Atacama, ALMA en abrégé. Ce télescope se trouve dans le désert d'Atacama, au nord du Chili. Au départ, les scientifiques les utilisaient pour observer 2 galaxies en train de fusionner, situées à environ 500 millions d'années-lumière de la Terre. Les astronomes ont également remarqué que 2 trous noirs gigantesques se développèrent l'un à côté de l'autre.
non loin du centre de la galaxie coalescente. Apparemment, ces trous noirs se seraient recroisés lors de la collision de leurs galaxies hôtes. L'un des trous noirs a une masse d'environ 200 millions de fois celle de notre Soleil. L'autre est un peu plus petit, environ 125 millions de fois la masse de notre étoile. Même s'ils ne sont pas directement visibles, ces trous noirs sont entourés de lumineux amas de gaz chauds et d'étoiles. Toute cette matière a été attirée par leur double attraction gravitationnelle. Avec le temps, ces trous noirs commenceront à tourner l'un autour de l'autre. Ils finiront par entrer en collision et par créer un seul trou noir, probablement encore plus gros. Les scientifiques ont observé ces trous noirs sur différentes longueurs d'onde et sont parvenus à la conclusion qu'ils sont tout à fait uniques. Ils sont situés plus près l'un de l'autre que ceux que les astronomes avaient prévus. La distance qui les sépare n'est que de 750 années-lumière, ce qui, d'un point de vue astronomique, est tout simplement la porte à côté. Et cette distance est proche de la limite de ceux que les technologies modernes peuvent détecter. Notons au passage que ces fusions gigantesques sont plus typiques des galaxies lointaines. Il est donc plus difficile pour les télescopes terrestres de les observer. Mais la sensibilité de l'ALMA a permis aux astronomes de surveiller ces régions lumineuses et compactes où la matière tourbillonne autour des trous noirs. Imagine un peu la surprise des chercheurs lorsque, au lieu d'un seul trou noir, ils en ont vu deux et qu'ils se nourrissaient de toute la poussière et du gaz soulevés par l'énorme fusion. L'aspect le plus important de cette découverte est qu'elle pourrait signifier que de tels duos sont beaucoup plus courants que nous ne le pensions auparavant. Et s'ils sont fréquents, il nous sera plus facile d'étudier les ondes gravitationnelles générées par ce genre de collision. Ces ondes sont également connues sous le nom d'ondulation de l'espace-temps. Mais sache qu'il faudra encore peut-être plusieurs centaines de millions d'années avant que ces deux trous noirs récemment découverts ne s'écrasent l'un contre l'autre. D'où nous nous trouvons, le Soleil semble très calme et paisible, mais comme les êtres humains, et tous les êtres vivants de la planète d'ailleurs, le Soleil possède ses propres phases et entre parfois en activité. Les conséquences sont bien plus importantes et chaotiques lorsque le Soleil devient hyperactif. Zoomons pour voir ce qui se passe là-haut. L'une des façons de mesurer l'activité de notre étoile est de compter les taches solaires à sa surface. Les taches solaires sont des zones sombres qui se forment lorsque le champ magnétique du Soleil est soumis à une forte activité. C'est simple, plus il y a de taches solaires, plus l'activité du Soleil est intense. Et il semble que le Soleil ait fait la fête comme jamais ces derniers temps. Le nombre de taches solaires observées par les scientifiques est le plus élevé observé depuis près de 21 ans. En juin, 163 taches solaires sont apparues à la surface du Soleil. La dernière fois qu'autant de zones sombres ont été dénombrées sur le Soleil, c'était en septembre 2002, avec 187 taches. Oh, il semblerait que cette fête chaotique se rapproche doucement de son point maximal, ce que l'on appelle le maximum solaire. Comment tout cela se produit-il ? Le champ magnétique du Soleil est puissant et organisé d'une certaine manière. Néanmoins, comme nous l'avons dit précédemment, il arrive parfois que tout s'en mêle, un peu comme une boule d'élastique qui se retient tous ensemble, très étroitement. Lors de ces périodes, cela signifie que le plasma s'emballe, éclate et forme des boules. On les appelle éruptions solaires et éjections de masse coronale, EMC. Ces balles de plasma produites dans la couronne solaire, atmosphère externe du Soleil. Puis, à un moment donné, au moment où l'activité du cycle solaire atteint un pic, le champ magnétique change de polarité. Le pôle nord et le pôle sud de l'astre s'intervertissent. Tout cela se produit tous les 11 ans, ou à peu près. Ainsi, lorsque le Soleil entre dans cette phase où il devient très actif, il projette des bulles de plasma chaudes, taches sombres aussi grandes que des planètes, et libère de puissantes éruptions d'énergie et de radiation. Lorsque l'activité du Soleil devient de plus en plus intense, il se passe quelque chose de fascinant. Une proéminence de la couronne polaire, PCP, phénomène parfois appelé cascade de plasma. Il s'agit d'une mini-éruption de plasma qui se déclenche sur le Soleil et qui semble vouloir fuir, mais le champ magnétique du Soleil l'attire avant qu'elle ne puisse s'échapper dans l'espace. Cette cascade de plasma est vraiment spectaculaire. Elle peut s'élever jusqu'à 32 000 km au-dessus de la surface. C'est comme si vous empiliez 8 terres l'une sur l'autre. Ensuite, il y a ce qu'on appelle un vortex polaire. Il s'agit d'un gigantesque halo de plasma qui tourne très rapidement autour du pôle nord du Soleil. Ce tourbillon se forme lorsqu'un grand filament de plasma se détache et tourne avant de retomber vers la surface, un peu comme une cascade de plasma.
Les scientifiques ne savaient pas pourquoi ce plasma reste si longtemps au-dessus de la surface du Soleil. Parmi les exemples d'éjection de masse les plus intéressants, il convient de citer une EMC géante en forme de papillon en mars de cette année. La forme inhabituelle détectée s'explique par le fait qu'elle a explosé du côté du Soleil que nous ne pouvions pas voir, de sorte qu'il était impossible de bien observer et d'en mesurer pleinement la force. Heureusement, le plasma n'a pas explosé dans notre direction, mais il pourrait avoir légèrement heurté Mercure et projeté des poussières et des gaz, car Mercure possède un faible champ magnétique. Tout cela semble fascinant, mais ce n'est pas réellement une bonne nouvelle pour nous. À cause de tout cela, nous pourrions connaître des tempêtes solaires plus intenses, qui sont susceptibles, elles aussi, de provoquer des tempêtes géomagnétiques sur Terre. Les tempêtes géomagnétiques n'ont pas que le nom d'alarmantes, elles le sont vraiment. Elles créent le chaos et perturbent le champ magnétique de notre planète. Les orages géomagnétiques peuvent donner lieu à de magnifiques auroras boreales. C'est vrai, mais nous préférerions tous profiter des auroras boreales dans des conditions normales, ou nous contenter de un bon vieux coucher de soleil au-dessus de l'océan. Heureusement, toutes les tempêtes solaires ne toucheront nécessairement la Terre, même si elles sont plus nombreuses. Pour atteindre notre planète, elles doivent être orientées dans la bonne direction et au bon moment. Cela dit, si cela se produisait, la tempête pourrait ioniser la haute atmosphère et on pourrait dire au revoir à la communication. Cela pourrait en effet provoquer des pannes temporaires pour des systèmes tels que le GPS et la radio, ce qui n'est pas nécessairement un gros problème en soi, mais qui pourrait s'avérer très dangereux s'il se produisait au mauvais moment, comme lors d'un tsunami ou d'un tremblement de terre. Les tempêtes peuvent également endommager les infrastructures électriques, telles que les lignes ferroviaires et les réseaux électriques. Si vous prenez l'avion à ce moment-là, vous risquez d'être exposé à des niveaux de radiation plus élevés. On ne sait pas encore exactement quel serait le danger pour vous, mais cela pourrait être un problème sérieux pour les astronautes dans l'espace. Lorsque les tempêtes solaires perturbent le champ magnétique, cela peut affecter les migrations de certains animaux, comme les tortues de mer, les baleines et les oiseaux. Étant donné que tout dans le règne animal suit généralement l'ordre naturel des choses, qui sait comment ces animaux traverseraient ou même survivraient à de tels changements. Et lorsque le Soleil est au maximum de son activité, les satellites dans l'espace sont également en difficulté. Nous avons plus de satellites dans l'espace que jamais auparavant. Or, lorsque l'atmosphère externe devient plus dense à cause de tous ces changements, les satellites peuvent être poussés dans différentes directions, risquant de s'écraser les uns contre les autres, ou même retomber sur Terre. Ces phénomènes n'y sont cool que dans les films avec des super-héros qui peuvent faire face à ce genre de problème. Espérons donc que nous éviterons une tempête solaire de grande ampleur, comme celle de Carrington. L'histoire est similaire aux autres. En août 1959, les astronomes du monde entier ont constaté que le nombre de taches solaires ne cessait d'augmenter. Parmi eux, un homme nommé Richard Carrington en faisait partie. Début septembre, il était en train de dessiner les taches solaires quand, soudain, il a été aveuglé par un éclair de lumière. Cela a duré environ 5 minutes, mais c'était spectaculaire. Il l'a décrit plus tard comme une éruption de lumière blanche. Il s'agissait d'une très forte éjection de masse coronale, EMC. Bien que cela prenne habituellement des jours, en seulement 17 heures et 6 minutes, cette tempête a traversé la longue distance qui sépare le Soleil de notre planète, 90 millions de kilomètres, et s'est déchaînée sur nous. Et quand la tempête a commencé, les machines télégraphiques du monde entier ont produit des étincelles. Les opérateurs ont reçu des chocs électriques et le papier a même pris feu. Les gens étaient vraiment effrayés et désorientés parce qu'ils n'avaient jamais vu un ciel aussi clair auparavant. Certains ont même cru que c'était la fin du monde. Le lendemain, les télégraphistes n'y pouvaient toujours pas travailler correctement car l'atmosphère terrestre était encore chargée. Ils ont même réussi à envoyer des messages en utilisant le courant auroral au lieu de l'électricité normale. Mais ce phénomène a aussi apporté quelque chose d'incroyable, à savoir d'étonnantes aurores dans le ciel. Les habitants d'Hawaï et de Cuba ont pu observer de magnifiques aurores boréales, tandis que ceux du Chili ont pu voir des aurores australes. De nos jours, le phénomène s'intensifie lentement mais sûrement. Prenons l'exemple des éruptions solaires. Il s'agit de puissantes explosions d'énergie émises par le Soleil. En 2022, il y a eu 5 fois plus d'éruptions. Imagine une planète errante, un vagabond cosmique que personne ne voudrait raccompagner à la maison.
En gros, une planète errante a déjà été éjectée de son propre système stellaire et flotte désormais sans but dans l'espace. Comme un cow-boy solitaire cosmique. Ces planètes ne sont pas purement théoriques. Elles existent et les scientifiques en ont même détecté dans notre galaxie. En fait, les estimations suggèrent qu'il pourrait y avoir beaucoup de ces cosmonomades flottant autour de la Voie lactée. Et ce ne sont pas seulement de petits univers rocailleux comme la Terre. Certains d'entre eux sont des géantes gazeuses massives, plusieurs fois plus grandes que Jupiter. Ces mastodontes pourraient potentiellement avoir leur propre lune et même leur propre mini-système en orbite autour d'eux. Par exemple, l'une des planètes errantes les plus célèbres que nous connaissons porte un nom compliqué. Tiens, tu le lis toi-même. Elle est située à environ 80 années-lumière de la Terre et elle a été découverte en 2013. Sa masse est estimée à environ 6 fois celle de Jupiter et elle serait âgée d'environ 12 millions d'années. Et oui, ce n'est pas parce que ces solitaires cosmiques n'ont pas d'étoiles qu'ils sont méga froids. Ils peuvent encore générer de la chaleur et de la lumière à partir de leurs propres procédés internes. Certains peuvent même avoir des champs magnétiques et des aurores, tout comme la Terre. En d'autres termes, les planètes errantes pourraient potentiellement être habitables si elles réunissaient les bonnes conditions. Alors, à quoi ressemblerait la vie sur une telle planète? Et pourrions-nous éventuellement vivre dans un tel monde? Eh bien, exister sur une planète errante peut être une existence très solitaire. Il n'y a pas de soleil pour se prélasser, pas d'atmosphère douillette pour se blottir et pas de voisins cosmiques avec qui faire un barbecue. Ouch! C'est pourquoi il faut faire preuve de créativité. Commençons par le problème le plus évident. Il sera difficile de se passer de lumière et de chaleur. Comment pouvons-nous résoudre ce problème? Eh bien, nous devrions probablement investir dans des chauffages spatiaux très sophistiqués et porter des combinaisons spatiales dernier cri et super chaudes. Nous pourrions aussi inventer une toute nouvelle façon de produire de l'électricité sans dépendre de l'énergie solaire. Par exemple, pourquoi ne pas utiliser l'énergie géothermique? Ça, c'est du sérieux. Chaque planète possède une source de chaleur interne. Sans elle, elle ne serait que des roches froides et sans vie flottant dans l'espace. Cette source de chaleur pourrait être exploitée et utilisée pour tout alimenter, des maisons aux usines en passant par les vaisseaux spatiaux. C'est comme si tu avais un jacuzzi assez grand pour alimenter une ville entière. Et cette ville sera très assurément située sous terre, au plus près de la source de chaleur. Concernant la lumière, il nous faudrait probablement fabriquer des lampes de poche ultra puissantes. Ou peut-être même apprendre à créer génétiquement des organismes bioluminescents pour éclairer nos maisons. Imagine des bases spatiales envahies de champignons et de plantes fluorescentes. D'ailleurs, en parlant de plantes, la présence de végétaux serait assez difficile à obtenir sans étoiles. Alors, que mangerions-nous ? Eh bien, nous pourrions utiliser les mêmes sources géothermiques dont nous avons parlé, ou certaines réactions chimiques pour subvenir à nos besoins. Et peut-être que nous développerions un goût pour les aliments riches en soufre ou que nous commencerions à fermenter nos propres boissons à partir de la boue volcanique bouillante. Miam! Mais outre la nourriture, nous avons un problème plus important. Vivre sur une planète errante serait à couper le souffle, littéralement, car nous n'aurions pas d'air. Tu vois, toutes les planètes errantes n'ont pas une atmosphère viable et stable. Tout dépend de leur taille, de leur composition et d'autres facteurs. Mais même si notre nouvelle maison avait une atmosphère, elle pourrait être incroyablement fine et précaire. Nous n'aurions pas de joli ciel bleu ou de coucher de soleil spectaculaire à admirer. Au lieu de cela, nous regarderions dans le vide infini de l'espace où les étoiles seraient plus brillantes que jamais. Et oublie les phénomènes météorologiques. Sans atmosphère pour les créer, nous n'aurions ni pluie, ni neige, ni orage. Et ce ne sont là que les plus mineurs des problèmes. Le pire, c'est que la température de la planète fluctuerait énormément, passant d'une chaleur insoutenable à un froid insupportable. Ce serait comme vivre dans un four que l'on allumerait et éteindrait en permanence. Et enfin, nous serions exposés à toutes sortes de débris spatiaux et de radiations cosmiques. Alors, si tu ne veux pas te transformer en chips, tu devrais investir dans une excellente protection solaire. Mais comment pouvons-nous résoudre ce problème ? Il faudrait trouver un moyen de produire notre propre oxygène et probablement créer quelque chose comme une biosphère de l'air spatial. Par exemple, nous pourrions faire pousser des plantes capables de générer de l'oxygène, ou nous pourrions apprendre à filtrer l'air comme le ferait un purificateur de haute technologie. Enfin, il nous reste le dernier problème le plus important, trouver de l'eau. Et c'est là que les océans sous-marins nous viennent en aide. Là, nous plongeons vraiment au cœur des possibles. Mais sérieusement, les scientifiques suggèrent que certaines de ces planètes pourraient effectivement posséder des océans sous-marins.
Ce serait comme vivre sur un ballon d'eau géant qui aurait été enfoui sous terre avec un sol sous tes pieds fait de glace et de roches. En d'autres termes, nous pourrions tout simplement puiser dans ces océans souterrains. Ils pourraient nous fournir une source d'eau pour la boisson, l'agriculture et la fabrication. Peut-être même d'autres ressources et matériaux que nous n'avons jamais vus auparavant. Et à propos, qui sait quelles créatures étranges pourraient se cacher dans ces mers souterraines? Mais rassure-toi, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Même si nous n'avons pas d'oasis souterraine, il existe encore d'autres options. Nous pourrions obtenir de l'eau des comètes, de l'extraction de glace et même de l'atmosphère, celle que nous venons de créer tout à l'heure. Enfin, nous devons trouver et extraire des ressources pour construire nos maisons et d'autres choses. Et une planète errante n'a pas forcément le même type de ressources que celle en orbite autour d'une étoile. C'est comme essayer de trouver des trésors dans un désert. Ce n'est pas vraiment gagné d'avance. Il se peut que nous devions compter sur les ressources des astéroïdes proches et d'autres choses de ce genre. Et si nous voulons extraire des ressources de la planète elle-même, nous devrons peut-être percer des kilomètres de glace et de roches. Mais si tu es prêt à relever le défi, il y a toujours une chance que tu fasses fortune sur une planète errante. Et qui sait, peut-être découvriras-tu de nouvelles ressources encore plus précieuses que l'or ou les diamants. Super! On dirait que nous avons résolu les problèmes les plus importants. Il pourrait y avoir encore d'autres petites difficultés. Par exemple, nous devrions également faire face à des jours et des nuits très longs en fonction de la vitesse de rotation de notre planète. Et nous n'aurions pas un cycle jour-nuit normal et régulier. La rotation de notre planète pourrait être totalement imprévisible. Peut-être aurions-nous des semaines de nuit suivies de semaines de jours, ce qui pourrait vraiment perturber nos horaires de sommeil. Nous devrions peut-être mettre au point un café particulièrement fort pour tenir le coup pendant ces longues et sombres nuits. Mais théoriquement, nous pouvons nous adapter à toutes ces choses et surmonter tous les défis. Et enfin, bienvenue sur la planète errante, là où le soleil ne se lève jamais, mais où les aventures ne s'arrêtent jamais non plus. Grâce à notre technologie avancée, nous avons réussi à créer un environnement confortable et habitable dans ce monde autrefois stérile. Le ciel au-dessus de nous est maintenant d'une belle nuance de bleu, rempli de nuages blancs duveteux et d'un troupeau occasionnel de créatures volantes. Que demander de plus? Lorsque nous nous aventurons hors de nos habitats souterrains, nous sommes accueillis par un monde plein de surprises. Des plantes et des animaux étranges se sont adaptés aux conditions uniques de cette planète, certains ayant des caractéristiques bioluminescentes qui brillent dans l'obscurité. Et fais attention si tu veux aller nager dans les océans souterrains. Ils pourraient abriter des créatures bizarres qui veulent se régaler de... Eh bien, tu vois ce que je veux dire, non? Peut-être. Comme tu peux le constater, nous avons créé des villes tentaculaires et des communautés prospères, alimentées par l'énergie géothermique de la planète. Nous avons également créé un tas de sources de lumière artificielle qui éclairent les nuits sombres et froides. Bien sûr, nous avons encore quelques problèmes de guidage et de mesure du temps, mais les choses ne sont pas aussi ennuyeuses qu'avant, n'est-ce pas? Dans l'ensemble, vivre sur une planète errante aurait certainement ses défis, mais cela pourrait être aussi une façon assez excitante de découvrir l'univers. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous trouverons une telle planète et la transformerons en une métropole intergalactique animée. Mais d'ici là, profitons de notre chère Terre et protégeons-la. Est-il possible d'éteindre le Soleil? Par exemple, que se passerait-il si nous y déversions tous les océans de la Terre, voire même encore plus d'eau? Eh bien, découvrons-le ensemble. L'univers est un endroit plein de mystères. Depuis les temps immémoriaux, les savants s'interrogent sur le fonctionnement de l'espace. Mais aucun d'entre nous n'a jamais douté de l'existence d'une chose, le Soleil. Ah, le centre de notre système solaire. Il est grand, brillant et... immortel? Non, pas vraiment. En fait, le Soleil n'est qu'une étoile ordinaire. Il est composé de 75% d'hydrogène, d'un peu d'hélium et d'une pincée d'autres éléments lourds. La gravité maintient tout cela ensemble. Mais dans environ 5 milliards d'années, le cycle de vie du Soleil arrivera à son terme. L'hydrogène qu'il contient s'épuisera, notre étoile commencera à grossir progressivement, et tu ne peux même pas imaginer à quel point elle deviendra grande. Et ensuite, il commencera à dévorer toutes les planètes proches. C'est à ce moment-là que nous regretterons d'être si près de lui. Après nous avoir tous absorbés, l'étoile restera une géante rouge pendant encore 1 milliard d'années environ. Et puis, tôt ou tard, elle commencera à rétrécir et à s'éteindre, se transformant en une naine blanche. À la fin, il ne restera d'elle qu'une nébuleuse planétaire brillante et colorée.
Mais n'aie pas peur, en ce moment, le Soleil est au milieu de son cycle de vie. Il est né il y a environ 4,5 milliards d'années et il a à peu près autant de temps devant lui. Heureusement, nous sommes apparus pendant la période la plus propice et la plus stable de cette étoile. En d'autres termes, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, mais tâchons plutôt d'en imaginer une. Et si on accélérait le cycle de vie du Soleil en utilisant de l'eau? Nous allons essayer de rassembler toute l'eau de la Terre et de la verser sur le Soleil. Tout d'abord, nous aurons besoin d'un seau. Non, pas celui-ci. Nous aurons besoin d'un très grand seau. Un qui puisse contenir environ 1,360 milliard de kilomètres cubes d'eau. Sa taille serait égale à la distance entre Washington et Chicago. Ou si nous ne pouvons trouver que des seaux ordinaires, il nous faudrait environ 70 trillions d'entre eux. Oui, on parle bien d'un nombre à 18 zéros. Bon, imagine que nous ayons obtenu une telle quantité de seaux par magie. Il est temps d'éteindre le Soleil. Nous aspergeons l'étoile avec toute cette eau et... Rien? Sérieusement? Oh, regarde ça! Le Soleil a probablement eu pitié de nous et a produit une toute petite éruption solaire. Il s'avère que toute l'eau de la Terre ne représente en fait qu'une ridicule gouttelette pour le Soleil. Les gens sous-estiment souvent à quel point le Soleil est infiniment plus grand que notre planète. En réalité, il peut contenir plus d'1,3 million terres. Alors, en effet, le Soleil ne s'éteindra pas et ne deviendra même pas plus froid. Il ne remarquera même pas que nous avons fait quoi que ce soit. Mais ne lâchons pas l'affaire. Nous voulons vraiment éteindre le Soleil pour une raison ou pour une autre. Que se passe-t-il si nous versons juste assez d'eau dessus? Et quelle quantité représente cette assez? Tu te souviens de nos trillions de seaux? Eh bien, nous avons en fait besoin d'environ 370 quadrilliards de ceux-ci. Ce nombre comporte 27 zéros. C'est difficile à imaginer, alors disons simplement que ça fait beaucoup d'eau. Maintenant, déversons à nouveau tout cela sur le Soleil. Waouh! Regarde donc cette vapeur! Mais le Soleil ne s'est toujours pas éteint pour autant. Au contraire, il nous dit merci et devient soudain beaucoup plus grand et beaucoup plus lumineux. Que se passe-t-il? Tu vois, le Soleil n'est pas un vulgaire feu de camp. Dans les feux de camp et la flamme des bougies, il y a une combustion chimique. Lorsque nous versons de l'eau sur le feu, l'eau absorbe la chaleur de la flamme et la refroidit, à tel point qu'elle ne peut plus entretenir la réaction de combustion. Elle bloque aussi l'accès du feu à l'oxygène. En gros, l'eau interrompt le processus chimique. Mais la combustion du Soleil n'est pas la même réaction. Même si nous disons qu'il brûle, ce n'est pas tout à fait vrai. Ce qu'il se passe là-bas est ce que l'on nomme la fusion nucléaire. C'est l'une des réactions les plus puissantes et les plus insensées de l'univers. Il y a de nombreuses couches d'hydrogène qui s'enfoncent profondément dans le Soleil. Si tu prends 4 atomes d'hydrogène et qu'ils fusionnent, tu te retrouves avec un atome d'hélium. Lorsque nous parlons du Soleil, le processus est un peu plus compliqué. Lorsque l'étoile tente de produire cette fusion, les protons positifs se repoussent les uns les autres. Il faut donc beaucoup de force et d'énergie pour réussir à les presser ensemble. Heureusement, il existe une force magique dans l'espace, et c'est la gravité. Le Soleil occupe 99,8% de toute la masse du système solaire. C'est plutôt lourd, non? Et c'est toute cette masse qui maintient le Soleil ensemble à l'aide d'une incroyable force gravitationnelle. Ainsi, la gravité prend des milliards et des milliards de ces petits atomes d'hydrogène et les agrège ensemble à chaque seconde de chaque jour qui passe. Et lorsqu'ils entrent en collision, ils libèrent de l'énergie. Donc, contrairement au feu, le Soleil n'a pas besoin d'oxygène pour exister. Il a besoin d'hydrogène. Et nous savons tous que l'eau n'est autre que l'H2O. Elle est composée d'hydrogène et d'oxygène. C'est donc littéralement du carburant pour le Soleil. C'est comme essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. Plus importante encore, la masse supplémentaire ajoutée par l'eau rendra le Soleil plus lourd. Et maintenant, la gravité nous dit merci pour le coup de pouce. Et elle commence à faire entrer les protons en collision les uns avec les autres encore plus rapidement. Grâce à cela, la synthèse s'accélère. Super! Nous avons rendu le Soleil incroyablement puissant. Et maintenant, il nous a dévorés, ainsi que d'autres planètes proches. Et si nous continuons d'ajouter de l'eau, le Soleil finira tôt ou tard par s'effondrer sur lui-même. Il se débarrassera de ses couches extérieures et deviendra un trou noir. Génial! Maintenant, il va aspirer absolument tout ce qui se trouve alentour. Rembobinons rapidement car, de toute évidence, notre expérience sur l'eau était une erreur.
Cette petite éruption solaire n'était pas si mal tout compte fait. Très bien, nous voici de retour au soleil calme que nous connaissons. Mais il semble que nous ayons oublié quelque chose. Comment se porte notre Terre maintenant sans eau ? Eh bien, selon toute évidence, l'eau était d'une importance capitale pour la vie sur Terre. Qui l'eût cru ? Maintenant, il y a une énorme quantité de poissons inanimés et d'autres organismes marins qui gisent là où se trouvaient nos océans. Pauvres créatures ! Quant aux habitants des profondeurs, ils n'ont tout simplement pas supporté un changement de pression aussi brutal. Les algues et les coraux se sont également asséchés. Attends un peu, n'était-il pas responsable de la production de 50 à 80% de l'oxygène de la planète ? Oups, il est temps d'enfiler nos masques à oxygène. Et comment ça se passe sur la terre ferme ? Je veux dire, maintenant, tout n'est plus que terre ferme pour être honnête. Mais tu comprends où je veux en venir. Waouh ! Toute la Terre brille de mille feux. Et je le dis très littéralement. S'il n'y a pas d'océan, alors il n'y a pas de nuages ni de pluie. Et maintenant, il y a des feux de forêt partout. Les pauvres animaux doivent s'échapper et quitter leur foyer. Et ce n'est pas comme s'ils allaient pouvoir en trouver d'autres. Parce que toutes les plantes, bien sûr, vont rapidement se dessécher. Il n'y aura littéralement plus aucun endroit où vivre sur la planète. À présent, la Terre ressemble à un désert gigantesque. Mais des gens vivent dans le désert depuis des milliers d'années, non ? Ils sauront peut-être quoi faire. Eh bien non. Après tout, les habitants du désert ont eux aussi besoin de boire. Et maintenant, le chaos règne partout et les survivants se battent pour les dernières gouttes d'eau. Si tant est qu'il y a des survivants, à vrai dire, peu importe qu'ils se battent pour les dernières ressources, leur sort est déjà scellé. Les océans absorbent une énorme quantité de CO2, ainsi que la chaleur provenant du... Prêt à tester tes connaissances ? Naturellement. Tu obtiendras 1 point pour chaque bonne réponse. N'attendons plus. Le soleil est jaune. Penses-tu que c'est un mythe ? Si tu demandes à quelqu'un de te dessiner le soleil, il y a de fortes chances que tu obtiennes un cercle jaune ou orange dans le ciel. Mais surprise, le soleil n'est pas vraiment jaune. Si tu pouvais le voir depuis un point situé hors de l'atmosphère terrestre, il serait blanc. Comment cela se fait-il ? Selon la NASA, c'est à cause de sa température que le soleil est blanc. Il est composé de toutes les couleurs mélangées. C'est donc ainsi qu'il devrait nous apparaître. Alors, pourquoi le voyons-nous jaune ou orange depuis la Terre, d'après toi ? Les longueurs d'onde jaunes et oranges, qui sont plus longues que les autres, sont les seules qui nous parviennent de si loin. Les autres couleurs, à courte longueur d'onde, s'éparpillent dans l'atmosphère. Et c'est pour la même raison que le ciel nous apparaît bleu pendant la journée. Les météorites sont aussi brûlantes que le feu lorsqu'elles atterrissent sur Terre. Qu'en penses-tu ? Mythe ou réalité ? Lorsque les gens voient une boule de feu autour d'une météorite, ils disent qu'elle est super chaude, mais c'est un mythe. Les météorites n'atterrissent pas immédiatement sur Terre. La plupart d'entre elles sont dans l'espace depuis des milliards d'années. Et l'espace est un environnement froid. Un froid de quelques degrés au-dessus du zéro absolu. Mais les météorites ne tombent-elles pas sur Terre en brûlant ? Comment cela se fait-il ? Ce qui est en feu, c'est en réalité l'air qui se trouve devant la météorite. Il est comprimé par la vitesse super élevée de la météorite. Sa surface est donc effectivement en feu, mais cette couche superficielle s'éteint au moment de l'impact sur Terre. Comme tu l'auras probablement deviné, lorsqu'elles atterrissent, les météorites sont tout au plus tièdes, et non pas chaudes comme de la lave. L'une des faces de la Lune est constamment dans l'obscurité. Penses-tu qu'il s'agisse d'un mythe ou d'un fait réel ? C'est un mythe. Non mais, d'abord le Soleil et maintenant la Lune ? Vivons-nous donc tous dans le mensonge ? Alors voilà, les gens regardent le ciel et ne voient que le côté éclairé de la Lune. Mais la réalité, c'est que le Soleil brille de manière égale sur tous les côtés de notre satellite qui tourne autour de la Terre. Une moitié de la Lune est dans l'ombre et l'autre moitié reçoit la lumière du Soleil. Et ce n'est pas vrai. Tout comme sur notre planète, il n'y a pas de côté sombre permanent sur la Lune. La logique est simple. La Lune tourne autour de la Terre et elle tourne sur son propre axe et ce de manière synchrone. Voilà pourquoi on ne la voit toujours que d'un seul côté. Les trous noirs absorbent tout ce qui se présente à eux. Alors, mythe ou réalité ? Les trous noirs n'ont pas une masse et une force gravitationnelle infinie. Mais malgré tout, personne ne sait vraiment avec certitude ce qui arrive aux objets qu'ils attirent. Les experts savent cependant que les trous noirs ne sont pas dotés d'une supergravité. Imaginons ceci. S'il y avait un trou noir à la place de notre Soleil, il n'absorberait pas forcément tout de suite notre planète.
Représente-toi les trous noirs comme des aspirateurs. Ils attirent la poussière qui se trouve à proximité de leur rayon d'action. Mais la poussière hors de ce rayon n'est pas affectée. Donc même si un jour un trou noir venait à remplacer le Soleil, les planètes continueraient d'orbiter comme elles le font depuis des temps immémoriaux. Elles ne plongeraient pas forcément dans le trou noir. Mais si une étoile par exemple entrait dans le rayon d'action du trou noir, alors là oui, sa gravité aurait des conséquences. Lorsque tu appelles quelqu'un au téléphone, le signal est envoyé par un satellite. Est-ce un mythe ou une réalité? C'est un mythe. Ou plutôt une légende urbaine, ou une idée fausse, comme tu préfères. Il existe bien sûr des téléphones satellites, mais nous, les gens ordinaires, ne les utilisons pas tous les jours. Ton téléphone portable fonctionne de façon très différente. Lorsque tu appelles quelqu'un, l'antenne la plus proche te connecte à ton interlocuteur. Il y a tout un système de connexion entre les antennes. Le réseau est immense, ainsi que des câbles qui, eux, ne sont pas visibles. La Lune n'a pas d'apesanteur. Qu'en penses-tu? Mythe ou réalité? C'est une légende urbaine. Demande à n'importe quel astronaute. Si tu n'en connais pas, fais-moi confiance. Il existe des images prouvant que la Lune est dotée d'une pesanteur. Mais quand je dis ça, je ne veux pas dire que c'est comme sur Terre, où la pesanteur fait tomber des pommes sur la tête des savants. La pesanteur de la Lune correspond seulement à environ 1/6 de celle de la Terre. Quelle sensation cela fait-il de marcher sur la surface de la Lune? Le deuxième homme qui a posé le pied, Buzz Aldrin, a dit que c'était comme se déplacer au ralenti et peut-être un peu comme sur un trampoline, mais sans les ressorts et l'instabilité. Le coucher de soleil sur Mars est bleu. Penses-tu qu'il s'agisse d'un mythe ou d'une réalité? C'est un fait. De magnifiques couchers de soleil, le ciel rempli de différentes nuances de jaune. Imagine maintenant la même chose, mais en bleu. Selon la NASA, les couchers de soleil sur Mars seraient bleus, vus à l'œil nu. La raison de cela, c'est la poussière. Les particules de poussière qui sont plus proches du soleil apparaissent dans des tons bleus. Il existe un phénomène appelé tremblement de lune. Est-ce un mythe ou un fait, selon toi? C'est un fait. Des séismes surviennent aussi sur la Lune, et on appelle ça des tremblements de lune. Ils ont toutefois des caractéristiques différentes, pas vraiment similaires aux tremblements de terre que nous connaissons. Il existe une planète assez chaude pour faire s'évaporer les roches. Alors, une idée? Est-ce un mythe ou un fait? C'est un fait. La température dans cet univers peut effectivement atteindre des niveaux très élevés, et il existe une planète dont la température est suffisamment haute pour faire fondre et même s'évaporer les roches. Elle est 2 fois plus grande que la Terre. Cette super-Terre est similaire à notre planète, mais elle est beaucoup trop chaude. Les experts pensent qu'elle possède peut-être des océans de lave, ainsi que des nuages, d'où tombe une pluie de roches fondues. 1 million de terres pourraient tenir à l'intérieur du Soleil. Penses-tu qu'il s'agit d'un mythe ou d'un fait? C'est un fait. Le Soleil est une étoile parmi plus de 100 milliards dans la Voie lactée. Et en effet, elle pourrait contenir 1 million de terres. Eh oui, il a l'air plutôt petit quand on le voit d'ici, mais c'est seulement parce qu'il est très loin de nous. Toutes les comètes ont une queue, mythe ou réalité? C'est vrai, certaines queues de comètes ne sont tout simplement pas visibles. Elles ont l'air d'une boule de neige que quelqu'un aurait jetée dans l'espace. L'espace est complètement silencieux. Qu'en dis-tu? Chut, je sais que c'était trop facile. Il s'agit bien d'une réalité. L'espace n'a pas d'atmosphère. Il est donc impossible d'y entendre le moindre son. Mercure est la planète la plus chaude. Mythe ou réalité? Mercure est la planète la plus proche du Soleil, alors cela doit être une réalité, non? Eh bien, non, pas vraiment. Vénus, qui est la 2e planète en partant du Soleil, est la plus chaude de notre système solaire. La distance par rapport au Soleil n'est pas ce qui définit la température d'une planète. Sa chaleur dépend de l'atmosphère. Ainsi, l'atmosphère de Vénus se compose principalement de dioxyde de carbone et d'un peu d'azote. Cette combinaison rend l'atmosphère très épaisse. Quand je dis épaisse, je veux dire vraiment épaisse. Tout au long de l'année, la surface de Vénus reste à une température d'environ 460 degrés Celsius. À la surface de Mercure, c'est un peu comme dans un désert, mais les variations de température y sont beaucoup plus importantes. Mars possède une gravité plus faible que celle de la Terre. Est-ce que tu penses que c'est vrai? Eh oui, c'est vrai. Par exemple, une personne qui pèse environ 100 kg sur Terre ne pèserait qu'à peu près 38 kg sur Mars. Vénus tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Qu'en penses-tu? C'est un fait. Vénus tourne en sens inverse par rapport à de nombreuses planètes. Le Soleil s'y lève à l'ouest et sa rotation est très lente.
Il faut par ailleurs 225 jours terrestres à Vénus pour compléter sa rotation autour du Soleil. La distance d'une planète par rapport au Soleil affecte sa durée de rotation. Vénus est très proche de notre astre et bien sûr il exerce une force d'attraction sur les autres planètes. Les empreintes de pas sur la Lune mettent des millions d'années à s'effacer. Penses-tu qu'il s'agit là d'une réalité ou d'un... Il fait de plus en plus froid. La température descend très vite en dessous du zéro. Et bien qu'il n'y ait pas de neige, le froid devient insupportable. Du givre apparaît sur le sol, l'herbe et les arbres, et de la glace se forme sur les étendues d'eau à une vitesse incroyable. Grelottants, les gens du monde entier lèvent les yeux vers le ciel. Et leurs mâchoires tombent d'incrédulité. Le Soleil est devenu 2 fois plus petit qu'avant. Il ressemble maintenant à une tache lointaine, et il ne sera bientôt plus capable de réchauffer la Terre. Mais le pire, c'est qu'un énorme rocher flamboyant se dirige droit vers les spectateurs horrifiés, et l'impact avec notre planète fera sans aucun doute beaucoup de dégâts. Bon, revenons à notre réalité. La Terre se trouve exactement au bon endroit dans notre système solaire. Elle n'est ni trop près ni trop loin du Soleil, ce qui rend la température sur notre planète non seulement tolérable, mais plutôt agréable. Les scientifiques qualifient souvent Vénus, la 2e planète en partant du Soleil, de jumelle maléfique de notre Terre, car elle est si chaude et inhospitalière qu'aucune vie n'y est possible. Bien sûr, il y a aussi dans son atmosphère d'épais nuages qui font pleuvoir de l'acide, tandis que les gaz à effet de serre font monter la température de surface à des valeurs insupportables. Mais même si Vénus n'avait pas tout ça, rien ne pourrait y vivre à cause de sa proximité avec le Soleil. S'il y avait de l'eau liquide, elle s'évaporerait trop rapidement, ne laissant aucune chance à la vie de se développer. D'un autre côté, Mars, qui vient après la Terre, est un peu trop éloignée du Soleil, ce qui la rend froide et solitaire. Sa température de surface est en dessous de zéro. Elle ne se réchauffe jamais assez pour que l'eau reste liquide longtemps. Sans parler de l'absence d'atmosphère sur la planète rouge, l'élément qui fournit à la Terre de l'air respirable. Donc, si notre planète se rapprochait ou s'éloignait du Soleil, sa température augmenterait ou diminuerait respectivement. Quelques centaines de kilomètres ne feraient pas une grande différence. L'orbite de la Terre autour du Soleil est de toute façon irrégulière, et nous nous rapprochons ou nous éloignons toujours un peu de notre étoile. Une distance qui ferait la différence se mesurerait en millions de kilomètres. Et comme on l'a vu au début de cette vidéo, nous verrions le Soleil beaucoup plus petit que maintenant si nous nous éloignions autant. Les températures pourraient ne pas chuter au moment exact du changement, car il nous resterait encore un peu d'inertie thermique. Mais l'hiver suivant, notre planète deviendrait probablement froide pour toujours. Les océans seraient recouverts de glace et le niveau général de la mer baisserait. Et finalement, la glace réfléchirait davantage la chaleur du Soleil dans l'atmosphère et dans l'espace, ne permettant plus à la surface de notre planète de recevoir la chaleur nécessaire. De plus, davantage de glace signifie aussi moins de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Or, la vapeur d'eau capte aussi la chaleur, créant des nuages. Donc, plus il fait froid, moins il pleut. Le froid et le manque de pluie ne permettraient pas aux plantes de survivre longtemps, si bien que des zones glacées et stériles se développeraient rapidement, ne laissant intactes que les zones situées le long de la berge des fleuves, en tout cas pour un temps. Au bout d'un certain temps, les cours d'eau cesseraient aussi de couler, étant soit gelés, soit asséchés en raison de la perte de leur source, à savoir les lacs et les mers qui, bien sûr, gèleraient aussi. Toute vie disparaîtrait aussi autour d'eux. Les plantes d'abord, et avec elles, tout le reste, puisque les plantes produisent à la fois de la nourriture et de l'air respirable. Et à la fin, la Terre deviendrait un immense no man's land gelé. Quant au rocher géant flamboyant dont nous avons parlé, il s'agit d'un astéroïde venu de l'espace à cause du déplacement de l'orbite de notre planète. Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire, agit comme un bouclier naturel pour nous contre les roches spatiales. Elle a une masse colossale et la plupart des astéroïdes lancés depuis l'espace sont piégés par sa gravité et tombent à sa surface. Il n'y a pas de vie possible sur Jupiter et sa surface est gazeuse, donc les astéroïdes ont tendance à y disparaître sans laisser de traces.
Malgré tout, certains parviennent à dépasser Jupiter, et c'est alors que Mars entre en jeu. Elle contribue aussi à notre défense en maintenant en place la ceinture d'astéroïdes entre elle et Jupiter. La masse combinée des deux planètes crée un champ gravitationnel qui ne permet pas aux astéroïdes de la ceinture de voler dans des directions aléatoires, frappant tout sur leur passage. S'il n'y avait pas Mars entre nous et la ceinture, nous serions presque davantage habitués aux pluies de météores qu'à la pluie que nous connaissons. Mettons que la Terre ait remplacé Mars sur son orbite et que nous soyons maintenant quelques centaines de millions de kilomètres plus loin du Soleil. La masse de la Terre est plus ou moins similaire à celle de Mars. Donc, la ceinture d'astéroïdes est toujours à sa place. Mais les températures vont quand même baisser et la vie va bientôt s'éteindre. Mais si Mars restait là où elle est, et que la Terre se déplaçait simplement, ce serait un désastre. Il n'y a aucune chance pour que les planètes tournent autour du Soleil à la même vitesse, car leur masse n'est pas égale. À un moment donné, elles entreraient en collision les unes avec les autres. En tenant compte de leur vitesse, elles se fissureraient et se briseraient toutes les deux, créant peut-être une autre ceinture d'astéroïdes dans notre système solaire. Nous n'aurions pas plus d'espoir si la Terre se rapprochait du Soleil. Outre le fait que l'étoile ressemblerait davantage à une boule de feu géante et impitoyable dans le ciel, sa chaleur ferait fondre les glaciers de notre planète, faisant monter brusquement le niveau des mers. L'eau inonderait de grandes parties des continents et une surface croissante de la planète serait recouverte d'eau, ce qui signifie une plus grande absorption de chaleur. Cela entraînerait une nouvelle hausse de la température. De plus, ces grandes masses d'eau s'évaporeraient rapidement, libérant des tonnes de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre qui absorbe la chaleur, tout comme la vapeur d'eau. Ensemble, ils retiendraient de plus en plus la chaleur du Soleil, créant des nuages épais et tourbillonnant dans le ciel, presque comme sur Vénus, mais sans l'acide. Et cette épaisse couche de nuages contribuerait aussi à chauffer la surface de notre planète. Au final, la Terre entière se réchaufferait tellement que la vie à sa surface deviendrait globalement insupportable. Seules les créatures les plus résistantes seraient capables de survivre à des températures aussi élevées. Celles qui vivent dans les déserts, par exemple. Malgré la présence de précipitations, qui ne cesseraient pas comme dans le scénario froid, les plantes auraient du mal à s'adapter à ces nouveaux environnements torrides. Celles des régions plus fraîches de la planète seraient les premières à se faner et à disparaître. Mais ensuite, les plantes des climats tempérés et enfin tropicaux disparaîtraient aussi. Et une fois de plus, la Terre se transformerait en une boule de roche stérile, mais cette fois-ci surchauffée plutôt que gelée. La distance de notre planète par rapport au Soleil, son inclinaison, sa vitesse de rotation autour de son axe, son orbite autour du Soleil, et même la présence de la Lune dans le ciel, tout cela est crucial pour que la vie sur Terre perdure. Par exemple, si la planète n'était pas inclinée par rapport au Soleil, il ferait une chaleur insupportable à l'équateur et un froid impossible au pôle. Les saisons cesseraient également de se succéder, divisant la Terre en bandes d'été et d'hiver sans fin. Avec l'inclinaison et la rotation actuelle, notre planète est chauffée uniformément de tous les côtés, comme un four à chaleur tournante. Elle se dirige vers le Soleil d'un côté pour se réchauffer, tandis que l'autre se refroidit pendant la nuit. S'il n'y avait pas d'alternance de jour et de nuit, nous ne vivrions probablement que dans certaines régions de notre planète où il y régnerait un crépuscule sans fin. Imagine notre vie sans ces magnifiques levées et couchers de soleil. Donc finalement, on va peut-être laisser les choses telles qu'elles sont, d'accord ?